started hitting me in the face, and I got cut up and took off a chunk of my nose, and it hit me all around the eye. You know, it's the stunt stuff. You know, they were shooting. I was doing a scene in this truck, and they put the script. Et si les plus légendaires artistes martiaux du monde avaient croisé le fer et que les images venaient de tomber, dans un clip secret qui suscite déjà des millions de partages, Chuck Norris et Bruce Lee s'affrontent dans un duel inattendu. Des mêmes cercles élitistes de Los Angeles en 1966 à la vision épique du Retour du Dragon, ces deux icônes ont toujours été en confrontation. Et maintenant, à 85 ans, Chuck Norris se confie enfin sur les raisons pour lesquelles tant de stars refusaient de travailler avec le dragon en personne. Restez connectés alors que nous dévoilons les images complètes et à couper le souffle et que nous explorons les vérités choquantes derrière leur rivalité. Un combat qui est enfin devenu viral et qui réécrit l'histoire des arts martiaux. Durant l'été 1966, l'air de Los Angeles crépitait d'une énergie discrète que seuls ceux enracinés dans le monde des arts martiaux pouvaient ressentir. Les rues étaient animées de touristes. L'horizon scintillait du glamour hollywoodien. Mais dans les recoins cachés de la ville, une révolution tranquille était en marche. C'est là que deux jeunes hommes, chacun issus d'une lignée de disciplines différentes, croiseraient leurs chemins et poseraient involontairement les bases d'un héritage qui se propagerait à travers les générations. Bruce Lee, alors une icône en devenir, avait déjà captivé l'imagination d'une foule grandissante avec ses mouvements vifs et fluides à l'écran. Il n'était encore qu'un acteur débutant, assumant des rôles tels que le coup de grâce emblématique dans Le Frelon vert. Mais son esprit se tournait déjà vers un nouveau domaine, la création d'un film qui non seulement divertirait, mais redéfinirait la perception des arts martiaux par le monde. Il imaginait une scène si intense, si pure, qu'elle resterait gravée dans l'esprit des spectateurs bien après le générique. Il l'appela « La Fureur du Dragon », un nom qui résonnait de puissance et de mystique. De l'autre côté de la ville, dans un petit dojo niché derrière une rangée de bâtiments en briques, Chuck Norris affûtait ses propres compétences. Figure tranquille et déterminée, il s'était forgé une réputation de redoutable champion de karaté, ayant remporté le titre de champion de karaté professionnel des poids moyens pendant 6 années consécutives. Son style était ancré dans le tang-soo-do et le karaté américain, mettant l'accent sur des techniques de coups de pied hauts et précis, un mouvement structuré et une discipline implacable. Il était l'incarnation de la rigueur et du contrôle, un homme capable d'arrêter un adversaire en pleine attaque d'un seul mouvement. Leur rencontre ne fut pas un affrontement dramatique ni un événement médiatique. Ce fut une simple poignée de main entre connaissances mutuelles de la communauté des arts martiaux. Un ami qui respectait les deux hommes organisa une réunion, espérant rapprocher deux mondes encore largement distincts. Pour Bruce, qui repoussait constamment les limites du possible, la perspective de s'entraîner avec quelqu'un d'aussi discipliné et puissant que Norris était irrésistible. Pour Norris, l'occasion d'apprendre d'un homme dont la réputation se répandait déjà comme une traînée de poudre était une opportunité qu'il ne pouvait refuser. Ils commencèrent à s'entraîner en privé, loin des regards indiscrets des caméras et des fans. Les sessions étaient intimes, empreintes de sueur et d'une concentration silencieuse. Ils ne s'engagèrent pas dans un affrontement public. Au lieu de cela, ils laissèrent leur corps parler dans un langage qui transcendait les mots. Dans le silence du dojo, les deux hommes échangèrent des techniques, chacun absorbant les forces de l'autre. Norris apporta ses coups de pied hauts et nets, les redoutables coups de pied circulaires, et le contrôle précis qui avait défini sa carrière. Bruce, à son tour, initia Norris au mouvement fluide et imprévisible qui deviendrait une marque de fabrique de sa philosophie. Il lui montra comment bouger comme l'eau, comment frapper non seulement avec le corps, mais avec l'esprit. La rapidité des mains de Bruce était d'un autre monde, son jeu de jambes rapide et imprévisible, et sa capacité à lire le prochain mouvement d'un adversaire frôlait le surnaturel. Au-delà du physique, les deux hommes partagèrent une conversation plus profonde sur la philosophie et l'essence des arts martiaux. Ils discutèrent des limites des styles rigides, de la nécessité de s'adapter à toute situation et de l'importance de la force mentale. Norris fut frappé par l'accent mis par Bruce sur l'absence de forme et l'adaptabilité. Il commença à comprendre qu'un véritable artiste martial devait fluer avec les circonstances, ne jamais affronter la résistance de front, mais plutôt la contourner.
La philosophie de Bruce était révolutionnaire. Il croyait en l'interception des attaques, en l'utilisation du chemin le plus direct et en la combinaison fluide des styles, le rendant dangereusement imprévisible. Leur lien devint plus fort de jour en jour. Lorsque Bruce choisit enfin Norris pour son film, ce ne fut pas parce qu'il voulait un méchant générique. Bruce voyait en Norris un rival digne, un homme qui pouvait se tenir debout face à la grandeur. Le film qui en résulta fut La Fureur du Dragon, un chef-d'œuvre cinématographique qui deviendrait un témoignage de la puissance de la collaboration entre deux légendes. La scène la plus emblématique du film se déroula au cœur de l'histoire ancienne, le Colisée de Rome. L'arène, autrefois construite pour des jeux sanglants, résonnait maintenant d'un autre type d'affrontement. Un affrontement non pas de force brute, mais d'art. Pour filmer cette scène, Bruce et l'équipe de production durent élaborer un plan qui maintiendrait l'authenticité du combat tout en gérant les obstacles logistiques. Ils soudoyèrent un fournisseur local pour un accès bon marché à l'arène et une petite équipe fut engagée pour enregistrer le combat. La scène fut tournée en 2 jours, l'équipe de tournage travaillant sans relâche sous le soleil brûlant de Rome. Lorsque la bataille commença, Bruce se déplaçait avec la précision et la vitesse qui lui avaient valu le titre de dragon. Il frappait avec des réflexes fulgurants, frappant non pas pour des points, mais pour démanteler entièrement son adversaire. Bruce avait toujours abordé le combat avec une concentration singulière, une mentalité qui le rendait inarrêtable. Il se battait non pas pour gagner un round, mais pour assurer sa survie. Bruce ne se battait pas pour l'ego ou les applaudissements. Il se battait contre tout ce qui s'opposait à la victoire. Peur, douleur, ego, tout se dissolvait lorsque Bruce entrait en mode combat. Il ne se battait jamais contre une seule personne, il se battait contre tout ce qui pouvait entraver son chemin vers le triomphe. Norris, avec son record mondial de karaté invaincu, n'avait jamais été battu dans un vrai combat par Bruce. Il avait dominé Bruce par ses coups de pied lors de nombreuses premières sessions, démontrant ses propres forces. Mais Bruce n'était pas pressé de prouver sa supériorité. Il considérait chaque session de sparring comme une salle de classe, étudiant les schémas de mouvement, identifiant les lacunes et les démantelant. Bruce utilisait les forces de Norris contre lui, les combinant avec des pièges de main, brouillant leur ligne de mire. Il transformait les propres coups de pied de Norris en feintes, les simulant et les transformant en fausses pistes. L'équilibre des forces commença à basculer, Bruce adoptant les techniques de Norris, mais avec une touche qui les rendait plus rapides, plus tranchantes et plus trompeuses. Il les combinait avec un mélange inattendu de styles, ajoutant une nouvelle couche de complexité qui donnait à ses mouvements l'impression d'un fantôme pensant 10 coups à l'avance. Le duel du Colisée devint une méditation sur le combat. Le combat n'était pas un spectacle tape à l'œil, mais une méditation épurée sur la philosophie et le mouvement. Bruce, dans le rôle du dragon, était l'incarnation de la flexibilité plutôt que de la force, de l'expression de soi plutôt que de la répétition mécanique. Il démantela la forme de Norris non seulement physiquement, mais idéologiquement, illustrant le triomphe de l'adaptabilité sur la puissance pure. La scène se termina avec la chute de Norris, mais avec un sourire sur son visage, un témoignage du respect qu'il portait à Bruce et de la révérence qui s'était enracinée au fil du temps. Dans les années qui suivirent, la scène perdura dans la mémoire collective des passionnés d'arts martiaux. Elle devint une leçon de maître en chorégraphie, un témoignage de l'art du combat. La vision de Bruce s'était réalisée, mais sa vie fut écourtée avant qu'il ne puisse récolter pleinement les fruits de son travail. En 2015, lorsque Chuck Norris, maintenant âgé de 85 ans, parla ouvertement des raisons de la peur de Bruce Lee à Hollywood, sa voix portait le poids de décennies d'expérience. Il expliqua que Bruce n'avait pas seulement été une star de cinéma, mais une force de la nature dont la présence à l'écran et dans la vie exigeait le respect. De nombreux acteurs de cette époque refusaient constamment de travailler avec Bruce, ce qui ne faisait qu'amplifier le stéréotype qui limitait son influence à Hollywood. La confession candide de Norris, Bruce m'aurait battu, a choqué les fans du monde entier. C'était une déclaration qui allait au-delà de la bravade typique, révélant un homme qui, au sommet de la discipline physique, pouvait encore admettre la défaite en présence d'une force supérieure. Il avait passé sa vie au sommet de la discipline physique, 6 fois champion du monde de karaté invaincu, et pourtant, lorsqu'il s'agissait de Bruce Lee, son ton est passé de la compétition à la révérence.
Il décrivit Bruce comme un élève au sens le plus vrai, analysant chaque mouvement et utilisant les forces d'un adversaire contre lui. La mentalité de Bruce, se battre comme si sa vie en dépendait, lui donnait un avantage que peu pouvaient gérer. Il ne se battait jamais contre une seule personne. Il se battait contre la peur, la douleur et l'ego. Leur collaboration sur la fureur du dragon a cimenté leur lien comme une puissante déclaration de respect mutuel. Dans ce chef-d'œuvre cinématographique, ils avaient montré au monde que le combat pouvait être plus qu'une compétition. Il pouvait être une forme d'art qui transcendait la violence. La déclaration de Bruce, son chef-d'œuvre, fusionnait la philosophie et les points, le cinéma et le combat, et l'héritage et la légende. Chuck Norris trouva en Bruce le contrepoint parfait, non pas un méchant, mais un rival digne. La confession candide de la légende est une histoire peu souvent entendue d'un combattant de son calibre. Le Colisée, désormais symbole de sport sanglant antique, était devenu le théâtre d'un nouveau type d'affrontement. Les anciennes pierres résonnaient d'un autre type de violence, une violence qui transcendait la brutalité physique et s'approchait de quelque chose s'apparentant à une méditation sur le mouvement. Pour Bruce, le combat fut une déclaration finale, une affirmation que sa philosophie perdurerait au-delà de sa présence physique. Pour Chuck, ce fut un honneur d'avoir tenu tête à la grandeur, même dans la défaite, et d'être parti avec un sourire et un profond respect pour un homme qu'il considérait comme le dragon. Dans la lumière tamisée du studio, où les caméras planaient comme des yeux vigilants, Bruce Lee ne bougeait pas comme un interprète, mais comme une force de la nature. Chacun de ses gestes portait des années de pratique disciplinée, une confiance tranquille qui éclipsait la bravade ostentatoire qui était devenue la marque de fabrique de nombreuses stars hollywoodiennes de l'époque. C'est cette authenticité qui a d'abord envoyé des ondes dans l'industrie. Lorsque Bruce faisait une pause, sa respiration régulière, l'air semblait vibrer avec l'intensité de quelqu'un qui avait transformé le physique en une philosophie vivante. Pour ceux qui s'étaient habitués aux répliques scriptées et aux coups de poing répétés, sa présence brisait l'illusion qu'un plateau de tournage pouvait rester une simple scène. Les acteurs qui avaient autrefois semblé ouverts à l'idée d'une collaboration se retrouvèrent à regarder dans une fournaise qui menaçait de consumer les façades confortables de leur métier. Ils ne se sont pas retirés parce que Bruce était difficile, ni parce qu'il exigeait la perfection. Il était simplement trop réel. Il démantelait chaque couche de prétention, révélant l'échafaudage fragile d'un décor qui dépendait de l'artifice superficiel. L'approche révolutionnaire de Bruce allait au-delà du tapis ou de la caméra. La philosophie du Jeet Kune Do qu'il cultivait était une fusion de fluidité et de principe, un système qui traitait le corps comme une extension de l'esprit. Plutôt qu'une séquence rigide de mouvements, le Jeet Kune Do enseignait aux pratiquants à percevoir l'espace comme un dialogue ouvert, une opportunité pour chaque instant de répondre avec la forme la plus efficace. Cette approche faisait écho à la manière dont Bruce chorégraphierait plus tard le combat dans la fureur du dragon. Une conversation de corps, une série de gestes qui parlaient plus fort que les mots. Les puristes de l'Orient, liés par la tradition, considéraient ce nouveau système avec suspicion. Ils le voyaient comme un affront aux disciplines établies, une trahison de siècles de techniques qui exigeait répétition et précision mécanique. Mais pour Bruce, et pour les quelques-uns qui l'écoutaient, le Jeet Kune Do n'était pas une trahison, mais une évolution, un pas vers un idéal où le mouvement est à la fois intentionnel et élégant. Chuck Norris, avec ses galons de karaté poli et sa discipline inébranlable, entra dans ce monde comme un père contemporain qui pouvait combler le fossé entre les arts martiaux américains traditionnels et la philosophie avant-gardiste de Bruce. Leur rencontre sur le tapis était moins une rivalité qu'un échange mutuel de connaissances. Le passé de Chuck dans le karaté de compétition, sa profonde compréhension des katas et l'application mesurée de la force complétaient la fluidité philosophique de Bruce. Lorsqu'ils s'entraînaient, le choc des styles a créé une synthèse qu'aucun des deux n'aurait pu réaliser seul. Chuck, qui avait acquis sa réputation grâce à des années de compétition, se retrouva humilié et inspiré par la capacité de Bruce à fusionner vitesse, stratégie et spiritualité en un seul coup. En retour, Bruce appréciait la discipline de Chuck, reconnaissant que la force constante et mécanique pouvait servir de contrepoint à son propre flux dynamique.
Ce partenariat, formé dans la chaleur du studio et le rythme du dojo, a forgé une relation bâtie sur la sueur, le respect mutuel et un désir partagé de repousser les limites de ce qu'un artiste martial pouvait être. La décision de réunir ces deux titans à l'écran est venue en 1972, dans des circonstances aussi improbables que profondes. La Fureur du Dragon a été conçu comme un projet de passion personnelle, un film destiné à résonner auprès du public asiatique et produit avec un budget modeste qui masquait l'ambition de ses créateurs. Tourné à Rome, la toile de fond de l'architecture romaine antique lui a donné une allure exotique qui complétait l'art martial de ses protagonistes. Le duel culminant, mis en scène au cœur du Colisée, est devenu le moment clé du film, un spectacle qui a transformé le cinéma en une scène vivante où chaque coup de poing et chaque blocage avait un poids au-delà du simple spectacle. La chorégraphie, une danse de force brute et de précision gracieuse, mettait en valeur les forces complémentaires du Jeet Kune Do de Bruce et des fondations de karaté de Chuck. Chaque mouvement, chaque pose dans le combat était un témoignage de leur profonde compréhension mutuelle, un échange de philosophie qui a transformé la scène en une leçon vivante. L'impact de cette seule scène s'est propagé d'une manière que même les cinéastes n'auraient pu prédire. Les publics du monde entier, attirés par la chorégraphie de combat éblouissante et le cadre exotique du film, ont commencé à reconnaître la possibilité d'un cinéma d'action à la fois poétique et intentionnel. La collaboration de Bruce et Chuck a ouvert une porte aux films d'arts martiaux pour qu'ils dépassent les dojos faiblement éclairés des cinémas de niche et entrent sous les feux de la rampe du cinéma grand public. Le monde a appris qu'une séquence d'action pouvait être une conversation, où chaque frappe était une déclaration, chaque blocage une réponse, et que la beauté du mouvement pouvait coexister avec la brutalité du combat. L'héritage de la Fureur du Dragon ne se mesure pas seulement en vente de billets, mais en d'innombrables pratiquants qui, après avoir vu ce film, ont noué une ceinture noire à leur taille et ont juré d'en apprendre davantage, motivés par le désir d'atteindre le niveau de discipline et de fluidité affiché par les deux légendes. Des années plus tard, lorsque Chuck Norris atteignit l'âge de 85 ans, il parla enfin ouvertement de la raison de l'hésitation d'Hollywood à travailler avec Bruce. Lors d'une interview tranquille, il révéla que les refus des acteurs n'étaient pas enracinés dans l'ego ou la difficulté, mais dans la réalité écrasante de la présence de Bruce. Sur un plateau, Bruce était plus qu'un interprète, il était une incarnation vivante de la maîtrise. Son intensité n'était pas une performance, mais une force tangible qui rendait l'espace autour de lui chargé. Pour ceux qui avaient bâti leur carrière sur des images soigneusement construites et des répliques ciselées, se tenir aux côtés de Bruce donnait l'impression d'entrer dans un brasier qui pouvait soit allumer leur propre feu, soit les consumer. Cette vérité a envoyé des ondes de choc dans l'industrie. Elle a mis en lumière que le véritable défi n'était pas simplement de maîtriser un nouveau style ou d'apprendre un nouveau mouvement, mais d'affronter un niveau d'authenticité qui exigeait le même niveau d'engagement et de discipline. Les réflexions de Chuck portaient un poids que peu pouvaient égaler. Il décrivit sa rencontre avec Bruce non pas comme une rencontre avec un acteur charismatique, mais avec un artiste martial qui respirait l'air même de la discipline. Quand il se tint dans le Colisée face au dragon, il réalisa que l'expérience ne consistait pas à se prouver, mais à reconnaître que l'autre était une force transcendante. La peur qui saisissait beaucoup n'était pas la peur de la défaite, mais la peur d'être exposé, d'être vu comme un simple mortel à côté d'une flamme qui brûlait trop fort pour les yeux ordinaires. Ces acteurs qui ont choisi de ne pas travailler avec Bruce n'évitaient pas sa personnalité. Ils reconnaissaient que l'art qu'ils représentaient était hors de leur portée. L'acte même d'être sur le plateau avec lui exposait la fragilité de l'illusion que le reste du monde avait bâtie autour du concept d'acteur. Cette révélation a remodelé le récit du cinéma d'action. Elle a déplacé l'attention du spectacle à la sincérité, du chaos au but. La chorégraphie du film, autrefois considérée comme une merveille technique, est devenue un manifeste philosophique. Le duel dans le Colisée, autrefois un élément de décor, était maintenant compris comme une preuve vivante que les arts martiaux pouvaient être à la fois brutaux et beaux, que la violence pouvait être exprimée avec grâce et que chaque mouvement pouvait raconter une histoire sans un seul mot prononcé.
Le partenariat entre Bruce et Chuck n'était plus une simple note de bas de page dans l'histoire du cinéma, c'était un phare qui illuminait comment les films d'action pouvaient évoluer. Les réverbérations de leur collaboration se sont étendues au monde du dojo. L'entraînement martial moderne, autrefois segmenté en style rigide, a commencé à embrasser une approche plus fluide. Des élèves de tous âges intègrent maintenant les principes du Jeet Kune Do dans leur routine, recherchant cet équilibre entre vitesse, précision et profondeur philosophique. En retour, l'influence du karaté discipliné de Chuck résonne dans la structure de nombreux programmes, rappelant aux pratiquants que la cohérence, la technique et la force mentale sont aussi vitales que la vitesse brute incarnée par Bruce. Cette synthèse, née d'une seule rencontre sur une scène romaine, est devenue la pierre angulaire d'innombrables régimes d'entraînement dans le monde entier, transformant chaque mouvement en une leçon d'humilité et de respect. Même aujourd'hui, lorsque de nouvelles images de Chuck Norris et Bruce Lee deviennent virales, elles portent le poids de cet héritage. Le clip n'est pas juste un combat remasterisé, c'est un rappel du jour où la présence d'un dragon a brisé l'illusion du glamour hollywoodien et l'a remplacé par une force brute et authentique qui exigeait le respect. La vidéo invite les spectateurs à voir au-delà de la surface, à comprendre le véritable pouvoir qui réside dans la présence d'un véritable artiste martial. Elle nous rappelle que le véritable défi dans toute confrontation n'est pas l'adversaire, mais le reflet que nous voyons dans notre propre miroir. En ce sens, l'influence du dragon reste vivante, non pas dans le rugissement des foules ou les lumières clignotantes du cinéma, mais dans la détermination silencieuse de chaque combattant qui apprend que se tenir aux côtés d'une légende peut soit élever, soit enflammer. Le clip, qui avait été autrefois une relique oubliée dans une archive, enregistrée sur une bobine usée dans un studio poussiéreux, inaperçu par la plupart, éclata maintenant sur Internet comme une soudaine et brillante flamme. En quelques heures, la vidéo apparut sur toutes les plateformes. Miniature YouTube clignotante avec le regard féroce de Bruce Lee, boucle TikTok de la posture précise de Chuck Norris, fils Twitter éclaboussé de commentaires allant du respectueux au stupéfait. Le monde n'avait pas seulement vu un combat, il avait été témoin d'une convergence de deux mythes vivants, un moment singulier qui semblait transcender le temps et l'espace. Des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de sport se sont retrouvées à balayer les images, leurs doigts défilant tandis que les échos des anciennes pierres du Colisée semblaient résonner à travers leurs pièces modernes. Dans les forums dédiés à la philosophie des arts martiaux, des fils de discussion ont éclaté avec des titres comme « Lee et Norris ont-ils vraiment partagé un Colisée ?» ou « La leçon invisible de la présence du dragon ». Même les sceptiques, qui avaient initialement rejeté le clip comme une cascade mise en scène, ont commencé à s'engager, posant des questions sur l'authenticité du mouvement, de la chorégraphie et du concept même d'un véritable artiste martial à l'ère du spectacle hollywoodien. La poussée virale a fait plus que simplement attirer l'attention sur un vieux combat. Elle a déclenché une renaissance dans la façon dont les gens percevaient la discipline elle-même. Les images ont été décortiquées ligne par ligne, coup par coup. Les commentateurs ont comparé les coups rapides comme l'éclair de Lee au blocage délibéré et puissant de Norris, notant comment chaque action parlait d'une philosophie différente. L'approche de Lee, souvent décrite comme le Jeet Kune Do, semblait moins être une technique fixe qu'une mentalité adaptative, une fluidité qui reflétait la manière dont l'eau se façonne autour des obstacles. La méthode de Norris, imprégnée de la lignée disciplinée du karaté, révélait une perfection presque mécanique, une précision qui semblait honorer la structure même au milieu du chaos. Internet, cette vaste agora numérique, a transformé le clip en une expérience communautaire. En une seule journée, des milliers de fans ont posté leurs propres interprétations, certains citant les célèbres paroles de Lee, soit sans forme, comme l'eau, tandis que d'autres faisaient écho à l'engagement inébranlable de Norris à mettre l'ennemi KO avant qu'il ne s'approche. Un mème a explosé, montrant les deux icônes côte à côte, avec une légende qui disait « Quand le dragon rencontre le serpent, le monde retient son souffle ». Même les combattants professionnels ont commencé à faire référence à la vidéo dans leur biographie sur les réseaux sociaux, la partageant comme un mantra personnel d'humilité et de respect. Au-delà des sphères du bavardage en ligne, l'influence du clip s'est infiltrée dans les espaces physiques.
Les écoles d'arts martiaux qui suivaient depuis longtemps des programmes rigides se sont retrouvées à réexaminer leurs méthodes d'enseignement. Dans un dojo renommé en Californie, l'instructeur principal a posté un bref extrait du jeu de jambes de Lee sur le réseau interne de l'école, l'utilisant comme étude de cas dans une leçon intitulée « Adaptation dynamique ». Les élèves, autrefois uniquement concentrés sur la mémorisation des formes, pratiquaient désormais l'improvisation, imitant la fluidité que Lee affichait dans l'arène. Pendant ce temps, une académie de karaté à Séoul a commencé à intégrer des exercices de conditionnement plus rigoureux qui reflétaient l'accent mis par Norris sur la vitesse et la puissance, notant comment la combinaison de ces deux styles pouvait créer un combattant plus équilibré. Les réverbérations ne se sont pas limitées au domaine physique. Des étudiants en philosophie des universités du monde entier ont commencé à citer l'extrait dans des articles sur l'éthique et l'identité. Un professeur de philosophie orientale à Tokyo a utilisé les images comme support visuel dans une conférence sur le concept bouddhiste de non-attachement, établissant des parallèles entre l'accent mis par Lee sur le lâcher-prise et le mouvement fluide qu'il manifestait. Dans un cours d'histoire de l'art dans un collège au Brésil, l'extrait a été montré pour illustrer comment la représentation cinématographique peut façonner la mémoire collective, les étudiants analysant comment l'éclairage dramatique et la conception sonore ont amplifié la signification symbolique du duel. La diffusion du clip a également déclenché des conversations sur l'héritage et l'authenticité dans l'industrie cinématographique. Les critiques, auparavant promptes à reclassifier les films d'action comme des simples spectacles, se sont retrouvés à réévaluer la nature de la performance. Lors d'une table ronde à un festival international du film, un scénariste a noté comment les images virales forçaient une réévaluation du terme « cascade ». Ils ont soutenu que la distinction entre une scène chorégraphiée et un véritable échange martial s'était estompée, et que le public commençait à exiger plus d'authenticité dans la représentation du combat. Un réalisateur, réfléchissant à sa propre carrière, a reconnu que le clip lui avait rappelé que le cœur d'un film ne réside pas dans la grandiosité de ses décors, mais dans l'intégrité de ses interprètes. Alors que la vidéo continuait à circuler, elle est également devenue un symbole de résilience. Des influenceurs des médias sociaux qui avaient perdu des parts importantes de leur public en raison de changements de plateforme ont commencé à s'inspirer du dévouement inébranlable de Lee et Norris. Ils ont posté des bobines de motivation, associant des extraits du combat à des messages sur la persévérance, encourageant leurs abonnés à « rester disciplinés, rester fidèles ». Le clip viral est ainsi devenu plus qu'un artefact historique. Il s'est transformé en une source vivante d'autonomisation pour une génération aux prises avec l'incertitude. De plus, l'impact du clip s'est fait sentir dans le domaine de l'éducation. Dans les écoles rurales d'Inde, les enseignants ont utilisé les images comme outils de narration, intégrant des leçons sur le courage, le respect et l'humilité dans leurs programmes. L'image de deux figures imposantes s'affrontant dans une arène antique servait de métaphore aux défis quotidiens auxquels les étudiants sont confrontés, que ce soit dans les études ou dans la vie personnelle. La leçon était claire, on ne peut grandir que face à un adversaire, et le véritable triomphe ne réside pas dans la victoire sur l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Pendant ce temps, le côté commercial des arts martiaux a également connu un léger changement. Les lignes de produits dérivés mettant en vedette les deux icônes ont connu une flambée de la demande. Des figurines d'action en édition limitée, des uniformes répliques et même une ligne d'équipement tactique commercialisée sous le slogan « Combattez comme une légende » ont été lancés à la suite de la popularité du clip. Les rapports de vente indiquaient que les consommateurs n'achetaient pas seulement des articles, ils achetaient un morceau de la philosophie, une identité aspirante que les images virales avaient cristallisée. En parallèle, un groupe de cinéastes s'est lancé dans un projet de création d'un documentaire explorant l'héritage de Lee et Norris en commençant par le clip même qui était devenu un phénomène mondial. Des entretiens avec des vétérans de l'industrie cinématographique, des historiens et des universitaires en arts martiaux ont été entrecoupés de reconstitutions du duel. Le récit plongeait dans le contexte culturel des années 1960, les changements sociétaux qui ont façonné les parcours des personnages et comment la collision de leur philosophie a influencé une génération de cinéastes. Le projet visait à montrer que le clip viral n'était pas un incident isolé, mais une partie d'un continuum où le cinéma et les arts martiaux s'étaient toujours entrelacés. Notamment, le clip a également incité à l'introspection chez les artistes martiaux plus âgés qui avaient passé des décennies à enseigner.
Un instructeur senior d'un dojo japonais, qui avait vu les images pour la première fois adolescent, se souvenait de ses débuts sur le tatami, où son instructeur avait parlé de respect pour l'adversaire. Il voyait maintenant comment les images faisaient écho à cette leçon à une plus grande échelle. Il a créé un coin des légendes hebdomadaire dans son dojo où les élèves regardaient le clip et discutaient de la manière dont ces leçons s'appliquaient à leur propre entraînement. Cette pratique a favorisé un sentiment de communauté, rappelant aux élèves qu'ils faisaient partie d'une lignée qui honorait à la fois la discipline et la fluidité.